Bienvenue sur Brazza Express. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du ministre Alain Akwala Tipolt, homme politique, ancien ministre en charge des zones économiques spéciales. Avec lui, on parlera de ses relations avec certaines personnalités, à l'instar de George Weah, l'actuel président libérien, de Papa Wemba, l'icône, le roi de la rumba congolaise qui malheureusement s'en est allé. On mettra également un accent sur sa carrière politique au cours de cet entretien. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci déjà de nous accueillir chez vous. C'est un honneur pour moi. Oui. Avec vous, on parlera donc de votre carrière politique, votre expérience dans le domaine textile, de l'industrie textile et naturellement vos relations avec certaines personnalités, à l'instar de Papa Wemba, le défunt Papa Wemba, qui était-il pour vous, et pour éventuellement revenir sur George Weah. Relation avec la personne. Tout de go, Monsieur le ministre, parlez-nous de votre entrée au gouvernement congolais. Mon entrée au gouvernement était totalement inattendue. Je venais d'entrer de France après avoir séjourné une douzaine d'années pour créer ma société. Et donc j'avais créé une société qui faisait du conseil en marketing et du conseil en communication. J'avais comme client l'Office national des postes et télécommunications, les assurances et réassurances du Congo, c'est-à-dire l'ARC, une compagnie d'assurance, qui à l'époque se préparait à faire face à un environnement en Afrique centrale qui était concurrentiel. Donc il fallait préparer justement cette ouverture à la concurrence. Donc il a fallu voir comment faire en sorte qu'au niveau de l'ARC, on crée une force de vente que j'ai recrutée et formée, et la mise en place d'une direction commerciale et marketing. Et puis après, j'ai eu un contrat Banque mondiale avec le gouvernement du Congo à l'époque pour travailler sur le processus de privatisation des entreprises publiques du Congo, parce qu'on avait signé à l'époque un programme d'ajustement structurel renforcé et qui donc reposait sur l'assainissement des finances publiques et le désengagement de l'État, les secteurs productifs et marchands. Mais il fallait donc expliquer aux populations congolaises, aux travailleurs donc, des entreprises d'État, eh bien, l'importance de cette transition systémique. Et donc j'ai été recruté par la Banque mondiale, j'ai donc travaillé 2 ans et je me suis rendu compte que finalement j'étais le premier Africain à avoir fait cela, parce que par la suite je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire au comité de privatisation, boulevard Indénié à Abidjan. Et entre-temps, malheureusement, 2 guerres civiles interviennent, celle de 93, qui me dépasse complètement parce que j'étais revenu dans mon pays pour investir et je ne comprenais pas ce qui se passait sur le plan du paysage politique et du débat politique. Et puis ensuite, il y a eu celle de 97 et celle-là fut vraiment meurtrière. Et donc, moi, j'étais à poto-poto. Et puis, j'ai décidé d'être témoin actif donc, de cette tragédie. Donc, je l'ai vécu pendant 5 mois. Et lorsque, à la fin de la guerre, je rejoins celle qui est ma femme aujourd'hui à Abidjan, comme je l'ai dit, j'ai travaillé au comité de privatisation de la Côte d'Ivoire. On a voulu me garder. J'ai dit non, je repars, parce que nous avons un pays qui a été détruit, il faut le reconstruire. Et à partir de là, je m'étais promis pendant la guerre que si je sortais vivant, eh bien, j'allais m'exprimer, parce que j'étais en colère contre les politiciens. Et qui, pour un oui, pour un non, lorsqu'ils s'entendent, tout va bien. Lorsqu'ils ne s'entendent pas, eh ben, c'est la guerre. Je me suis dit, bon, ces personnes-là ne représentent qu'elles-mêmes, sinon des ethnies, et non pas de véritables projets de société. N'est-ce pas? Et donc moi, qui, étudiants avec les autres, ont considéré qu'il fallait rentrer chez nous pour réaliser ce qui nous a conduit, réaliser notre rêve qui nous a poussé à faire des études, contrairement à une génération d'acteurs politiques en Afrique. C'était peut-être les circonstances historiques étaient comme ça, et qui, aussitôt sortis de l'université, devenaient des ministres, devenaient des acteurs politiques. Et donc il y avait complètement une espèce de déconnexion par rapport à la réalité. Et donc leur carrière devenait, leur profession devenait acteur, homme politique. Et lorsqu'il faut quitter la fonction, revenus dans la vie civile, ils ne savent pas quoi faire d'autre. Donc à partir de là, ils sont prêts à tout. Ils sont ministres à l'âge de 25 ans, villa, voiture, succès auprès des nanas, etc. Donc bref, je m'étais dit, je vais rentrer chez moi et monter mon projet. Et donc ces acteurs-là ont failli détruire ce projet, l'ont détruit. Et j'ai vu des jeunes mourir à côté de moi. Et je me suis dit, non, ils n'ont rien de plus que moi. Et quand, si je sors vivant, ben, je parlerai.
Et donc, en sortant vivant de la guerre, quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire, j'ai d'abord fait une émission à la radio Nostalgie, hein, à l'époque, hein, à Abidjan, Radio Nostalgie. Et quand je suis revenu, et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des débats à la télévision contre des acteurs politiques, notamment, en l'occurrence, M. Bakouma, Koman Kassa, Bopaka, qui plutôt est un patron des patrons, et puis Pierre Nzé, qui à l'époque était garde des Sceaux. Et donc à partir de là, bon, j'ai été un jour appelé par Nouma Zalaï, qui était le patron du Parti congolais du travail. Il m'avait certainement détecté et ils m'ont proposé de faire partie de la direction de campagne du président en 2002 comme troisième personnalité, donc la direction de campagne, chargée de sa communication et son porte-parole. Et lorsque je me retrouve justement au gouvernement, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que pour moi, faire déjà la campagne du président Sassou était déjà un moment extraordinaire. J'avais relancé mon activité en tant que consultant. Je travaillais maintenant pour la SNPC. Je travaillais pour la Société nationale des chemins de fer à l'international français pour la reconstruction des ponts du chemin de fer Congo-Océan qui ont été détruits à l'époque pendant la guerre de 98. Donc voilà un peu ma vie. En rentrant au pays, est-ce que vous avez une certaine idéologie, peut-être un certain choix politique? Non, nous, de par notre éducation politique, nous étions et sommes et serons, en tous les cas en ce qui me concerne, des hommes de sensibilité de gauche. C'est-à-dire des hommes qui sont pour l'injustice, qui œuvrent, oui, qui sont contre l'injustice et qui œuvrent pour que l'être humain soit au cœur de l'action politique. L'être humain, surtout les plus faibles. Voilà. Et bien entendu, le caractère sacré de la vie humaine et aller, si vous voulez, au-delà des appartenances ethniques qui sont un vrai cancer en Afrique. La démocratie n'arrive pas à s'enraciner parce que nous sommes encore habités par nos appartenances ethniques. Et ça, cette analyse, je l'avais partagée. Aujourd'hui, il apparaît comme un pestiféré, mais pour moi, il reste quand même un homme qui a marqué l'histoire de son pays, du continent africain. C'est Blaise Compaoré. J'avais été envoyé par le président Sassou, porteur donc d'un message pour le président Compaoré. Et évidemment, j'étais face à un homme qui a côtoyé Sankara, etc. Et je me suis permis, avec d'autres amis de ma génération qui étaient mes conseillers, eh bien, de lui dire ce que nous pensions de l'avenir de l'Afrique. Et là, il m'a dit ceci. Il dit, la démocratie a pu naître en Occident parce qu'il y a d'abord eu la révolution industrielle. Il n'y avait pas de démocratie à l'époque. Et donc, une économie s'est créée et à partir de là, les citoyens se prononcent par rapport à l'offre politique, surtout sur le marché politique, si je veux dire, en fonction de leur catégorie socio-professionnelle. Je suis architecte, médecin, profession libérale, fonctionnaire. J'essaie de voir sur le marché de l'offre politique qu'est-ce que les différentes composantes de la vie politique de mon pays proposent. À partir de là, on se prononce. Mais dans nos pays, nous sortons des sociétés traditionnelles, je dirais même villageoises, et on veut qu'on fasse la démocratie sans pour autant que nous ayons connu ce parcours d'une construction économique qu'on peut rattraper. On peut faire un saut qualitatif à nos pays. Et donc à partir de là, il est difficile que la démocratie pure puisse éclore, parce que les gens seront toujours, entre guillemets, instrumentalisés par rapport à la crainte ethnique, par rapport à l'appartenance ethnique. De 2002 à 2009, le ministère de la Communication, chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Oui. Justement, vous est confié. D'ailleurs, il y a un petit sobriquet que je vous ai donné, le ministre du démenti. Vous êtes au courant? Pourquoi ce sobriquet? Ah ben j'en sais rien. Il faut demander à ceux qui m'avaient donné ce sobriquet. Mais vous savez, c'était, je crois, un site, pour ne pas le nommer, Mouinda, qui était le site qui, nuit et jour, passait son temps à critiquer le président Sassou et à mener une bataille, on va dire, oui, politique, mais avec beaucoup de contre-vérités, de mensonges et de manipulations, avec un ancrage politique délibérément affiché comme étant du département du Poul, donc de la région du Poul, donc une prise de position sur la base ethnique, donc forcément un prisme déformant de la réalité politique donc, de notre pays. Et à ce moment-là, bon, j'étais tout le temps en train de réagir contre un certain nombre de choses, notamment la guerre dans le Poul, des dossiers assez compliqués qui ont failli être à l'origine j'allais dire, de la destruction de la cohésion nationale, des dossiers difficiles certes, mais qui n'étaient pas du tout
présentée comme un certain nombre d'ONG qui, derrière elles, on retrouve un certain nombre de forces politiques, y compris même derrière nos propres compatriotes, on retrouve un certain nombre d'intérêts politiques. C'est le monde qui était ainsi fait. Nous ne sommes pas naïfs, ce n'est pas un monde d'enfants de cœur, ni un monde de bisounours. Et donc j'étais tout le temps, justement, sur le front médiatique, RFI, La Voix de l'Amérique, Radio Vatican, etc., pour défendre mon pays, défendre la politique du gouvernement, défendre le président de l'administration Nguesso. Et visiblement, je devais certainement être un peu difficile à contrer, et donc il y a eu ce sobriquet, le ministre des démentis. Et de 2009 à 2015, on vous confie la charge du ministère des zones économiques spéciales. Oui. De 2015 à 2017, qu'est-ce qui se passe ce qui se passe au milieu, c'est que je suis éjecté du gouvernement, et ensuite je suis rappelé, puis à nouveau éjecté. Mais c'est la vie des acteurs politiques qui est ainsi faite. Oui, c'est dit que vous convoitiez le poste d'ambassadeur de France. Non, je n'ai jamais convoité de poste dans ma vie. La seule chose que j'ai rêvé, c'était de chef d'entreprise. Et ça, c'était ma vie. C'était le rêve de ma vie, parce que j'estimais que l'Afrique ne peut se construire que si ses fils deviennent des créateurs de richesse. Je n'ai jamais ambitionné être ministre, je n'ai jamais ambitionné un quelconque poste au niveau de la fonction publique. Non, c'était une proposition, c'est une proposition qui a été faite. Maintenant, là-dedans, un certain nombre de choses ont été dites, mais je ne regrette pas du tout de ne pas avoir été ambassadeur à Paris. Pas du tout. Oui, après donc 15 ans... Je reste un citoyen complètement engagé pour mon pays jusqu'à la fin de mes jours, ça c'est clair. Oui, de 2002 à 2017, 15 ans de service, oui. 15 ans au service de la République. Oui. Vous êtes remercié par le chef de l'État oui. le 22 août 2017. Oui. Comment avez-vous vécu cela? J'ai vécu cela normalement parce que je sais que lorsque vous rentrez au gouvernement, vous êtes appelé à sortir. C'est ainsi. Et moi, je ne suis pas un fonctionnaire, donc je suis à l'origine, j'allais dire, un indépendant, un travailleur indépendant, un indépendant également au niveau de mon état d'esprit. Et donc, j'ai vécu ça naturellement, même si c'est vrai, il faut le dire que j'avais réussi, à mon retour au gouvernement, à faire avancer un dossier qui était très important pour la diversification de l'économie nationale et qui était très attendu par les partenaires au développement du Congo, notamment les deux lois qui ont été approuvées par le Parlement et promulguées par le chef de l'État. Donc ça a été 15 mois d'une activité intense, parce que j'ai passé 6 heures en commission économique au niveau de l'Assemblée nationale, 4 heures au niveau de la commission économique du Sénat, 3 heures au niveau de la commission juridique de l'Assemblée nationale, 7 heures de débat au niveau de l'Assemblée nationale, 4 heures de débat au niveau du Sénat. Donc voilà, je suis fier de ce travail. Depuis votre départ du gouvernement, quel est votre quotidien? Souvent, c'est lorsqu'on occupe des postes de responsabilité que nous sommes approchés. Depuis que vous êtes parti du gouvernement, quel est votre quotidien? À mon quotidien, je suis avec ma famille, je suis avec mes enfants, je suis l'actualité nationale et internationale de manière attentive. Il y a une espèce de recul. Et puis, j'ai été contacté par un certain nombre de pays africains qui veulent plus ou moins, comment dirais-je, bénéficier un peu de mon expérience, de mon expertise et de mes conseils. Ce que je fais avec plaisir parce que je suis un panafricaniste. Vous espérez toujours un retour aux affaires au gouvernement congolais? Un retour aux affaires? Non. Non, parce que pourrais-je faire encore de plus? Honnêtement, parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Moi, je ne suis pas prisonnier des honneurs. Vous voyez bien, chez moi, voyez, j'ai une Corolla. Voilà, j'ai une Corolla. Ce véhicule, je l'ai depuis 15 ans, voilà, même plus. Voilà, j'ai une Vitara, j'ai une Prado. Donc, voilà, je ne suis pas prisonnier, si vous voulez, des conditions externes et apparentes de ce qu'offre le pouvoir, comme on dit. Donc moi j'estime que, honnêtement, je parle honnêtement, j'estime que j'ai donné ce que je pouvais donner à mon pays. Je suis infiniment reconnaissant au président de l'administration Nguesso qui m'a fait vivre une expérience inouïe. Et même si c'est vrai, on peut dire que ça m'a pris 20 ans de ma vie, entre la guerre de 97 et à aujourd'hui. 20 ans de ma vie, 15 ans à côtoyer un homme d'exception. Je trouve que
je suis aujourd'hui comblé. Voilà. Et donc, à espérer un retour aux affaires, je ne pense pas que l'on puisse, ce serait quand même exceptionnel, faire partir quelqu'un du gouvernement, le ramener au gouvernement, le faire repartir et le ramener à nouveau. Bon, j'ai quand même 59 ans aujourd'hui et je peux vous dire que j'ai envie de me consacrer aujourd'hui à l'avenir de ma famille, à l'avenir de mes enfants, à mon avenir personnel. Et puis l'avenir de mon pays, il y a d'autres jeunes qui pourraient prendre le relais. Mais moi, je serai toujours là, attentif à ce qui se passe dans mon pays. Je m'en prononcerai, je parlerai. Et puis voilà. Maintenant, si, par extraordinaire, on pense que, compte tenu de la situation actuelle que nous vivons, et qu'il y a un véritable plan de redressement de notre pays, et que modestement, on puisse faire appel à ma petite expérience, ça, je ne peux que l'accepter, on va dire, dans un sens patriotique. Mais je pense que je ne pense pas être véritablement indispensable. Voilà. En tant que ministre des zones économiques spéciales, on a vu votre engagement dans la diversification de l'économie. Quel est votre regard justement sur la situation économique au Congo? Vous savez, les accords, c'est-à-dire les négociations avec le FMI et... À titre personnel, je ne suis pas surpris. Parce que j'avais réussi en allant au premier sommet, forum, Singapour-Afrique. J'ai bénéficié de 12 minutes pour présenter la vision stratégique du président. Après cette présentation, j'étais reçu par le ministre de l'Industrie de Singapour, qui m'a dit « Monsieur le ministre, votre président est dans l'avenir, c'est-à-dire l'économie mondiale, va se jouer entre l'Asie, qui bénéficie de cette impulsion économique que donne la Chine à l'Asie, et l'Afrique. Et votre pays, avec le leadership visionnaire du président Sassou, de par sa position géographique, ressemble au nôtre, qui a une position également géographique stratégique dans cette partie-ci du monde. Seul port en eau profonde du golfe de Guinée, pays de transit, 4 millions d'habitants, ce qui n'est rien du tout, avec un potentiel économique extraordinaire. Singapour s'est développé en s'appuyant uniquement sur sa position géographique et les ressources humaines. C'est un pays qui n'a aucune ressource. Ils importent même le sable pour construire leur maison. Et donc, à partir de là, le président est invité à Singapour pour une visite d'État. Le dernier président d'Afrique francophone à bénéficier d'une visite d'État à Singapour, c'était Abdou Diouf lorsqu'il était président. C'est vous dire la place qu'ils avaient octroyée au président Sassou. Le dernier, c'était Kagame, président Kagame, mais c'était beaucoup plus lié au fait qu'il y a eu un génocide, etc. Donc Singapour voulait vraiment aider ce pays. Donc suite à cela, nous avons bénéficié de l'expertise singapourienne. C'est cette expertise qui fait du Rwanda ce que le Rwanda est aujourd'hui, la Singapore Corporation Enterprise. Et donc dès 2009, à travers donc, les études prospectives de l'économie mondiale, de l'économie africaine, de l'économie congolaise, on savait que le contre-choc pétrolier allait arriver au bout de 5 ans. Et donc nous avions une fenêtre d'opportunité de 5 années pour jeter les bases d'une véritable industrialisation de notre pays. Et ces bases étaient des infrastructures qu'on devait construire, mais qui devaient précéder l'émergence d'un certain nombre d'activités industrielles. Donc j'étais au courant du contre-choc pétrolier. Maintenant, ce que nous découvrons effectivement avec une certaine gravité, c'est le fait que depuis quasiment 1986, ensuite 1994, nous n'avons pas été capables de faire à notre pays des réformes structurelles pour pouvoir justement améliorer notre gouvernance, notre culture de la gouvernance économique et financière. Et c'est ça qui effectivement pose problème et aujourd'hui fait que le Fonds monétaire international est en train de négocier avec notre pays. Aux dernières nouvelles, je pense que la tendance est bonne, mais c'est un moment qui va nous prendre quand même un certain nombre d'années. Monsieur le ministre aime la musique? Gamin, je rêvais d'être musicien. Dans ma famille, il y a eu des musiciens. Michel Makwala, qui était fondateur de Bantou.
Joseph Kaba, guitariste, Michel Makwala, qui est mon oncle saxophoniste, a joué avec Essou, Manu Dibango, Feli Akwala, mon grand frère, soliste de Biling et Sakana, Sylvain Akwala, chanteur, paraît-il, chrétien, c'est mon petit frère. La SAP aussi la SAP, à la limite, c'est normal, parce que moi j'ai une mère qui était couturière. Ma mère était couturière, donc j'ai vu ma mère faire. Ensuite, je me retrouve dans le quartier, Poto, Mungali. La SAP fait partie de notre vie, fait partie, même vous-même, tel que vous êtes là, vous êtes sapé. Donc, quel est l'être humain qui n'aime pas se sentir bien dans sa peau? Ça peut être une peau, j'allais dire biologique, mais une peau vestimentaire. Qui n'aime pas se sentir bien dans sa peau? Tout le monde aime se sentir bien dans sa peau. Et donc, au Congo, ça prend une autre dimension parce que ça fait partie, on va dire, un peu Congolese touch. Comme les Britanniques ont une espèce de le flair britannique, les Français, c'est la cuisine, les Américains, etc. Ça fait partie de notre être. Lorsqu'on prend musique, on associe à la SAP, on voit apparaître au nom celui de Papa Wemba, une icône de la musique congolaise qui nous a quittés. Grand prêtre. Vous avez connu l'homme? Grand prêtre, Shungu Jules Presley, Vieux Mbiaka. Grand prêtre. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Hein? Papa Wemba, vieux beau cool. Hein? Ouais. Petit langai. Qu'était-il pour vous? Mais Papa Wemba, c'est... Je crois que lui-même, il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en réalité. Papa Wemba, c'est Zaïko. Zaïko, nous sommes enfants dans les années 70, 71. Et il apparaît sous le nom de Shungu Jules Presley. Et puis, on entend une voix assez pointue. Oh manga oh yalia oh yele oh na keina ozaire bayo ke la mama ye. Donc c'était une nouvelle façon de chanter. Mwanango alingaka wajina ye popoli alingaka mavuela somo anto alingaka isifi. Ça c'est lui. Après, là, il a mama, lui remonte Kawaché di Kawasha. Ah oui, vous maîtrisez bien. Est-ce qu'il y a une relation particulière? Non, Papa Wemba, c'était notre star. Nous avons 13, 14 ans, c'était notre star à travers Zaïko. Et après, quand il quitte Zaïko, il va former Isifi. Et on constatait qu'il avait quand même une certaine attitude, une certaine imagination. Dans Zaïko, les stars, c'était Evoloko, incontesté. Il avait la plus belle voix. Et il y avait Gina Wajina. Aimé, nazalaka moi, monguna nanga sembula, oh yamai aimé, nalinga, bolingo ya bomwana, tina nitoka bola, oh ma belle, nalinga te, namasosali, aimé, nalingi na cédé na mosusu, oh, c'était les stars. Nalinga, la vie ya moune comme yebale, donc il y avait Evoloko, Gina Wajina, et puis en arrière-plan, donc Papa Wemba, Mavuela Somo, les Nyokalonga et les Bimi avec, etc. Mais il avait toujours un truc. Il définissait par exemple le Kavacha, il donnait des définitions. Quand la danse Wonderstock apparaît, en réalité, c'est lui qui l'influence par rapport au festival de Woodstock. Festival de Woodstock, le premier festival de Woodstock qui a vu naître apparaître Jimi Hendrix, John Baez, etc. Et ça, c'est 69. Mais Papa Wemba était déjà un peu quelque part ouvert sur le monde occidental, le monde de la musique occidentale. Parce qu'il s'appelait Shungu Jules Presley. Or, Presley, c'était Elvis Presley, qui à l'époque, c'était le rocker numéro 1 du monde. Bien. Et ensuite, lorsqu'il se retrouve dans ICIFI, Institut du savoir idéologique et formateur des idoles. C'est lui qui donne ses définitions. Avec la danse Ebotu.
Il dit la danse Ebotou, c'est du folklore. Il donne ses définitions. Et dans Issifi, on découvre un monsieur qui, lorsqu'il chante, il dit que viva la musica et que viva de Fania All Star. Or, Fania All Star, c'est Johnny Pacheco. Nous, on ne comprenait pas tout ça. On est à Poto-Poto. Or, le type, il était déjà ouvert, le mec. Il était ouvert. Et donc, après Issifi, Yoka Lokole, il se fait virer et il crée Viva la Musica. Viva la Musica, une seule chanson. Yebi sanga mwana mafifio nalembi koyoka lisolo bilobela ya bato nga nalembi iye. Donc là c'est mère supérieure. Nakozoka na motema awa yokeiye banzamiko. Donc toujours avec la nuance. Et là il remplissait les concerts. Et on avait un ami qui avait la possibilité d'aller à Kinshasa pour vivre les concerts de Viva la Musica. Et il nous ramenait le cachet, parce qu'il n'y avait plus de tickets. On mettait le cachet sur la paume de sa main. Il revenait. Il passait quasiment 2 semaines sans se la laver. Pour montrer au lycée, j'étais chez Papa Wemba. Je vais Viva la Musica, etc. Succès auprès des nanas, ainsi de suite. Ouais. Et donc, les années passent. Il évolue musicalement. Mobali nanga sika onzoto ya peau noire. Mwana mama dido senga ye. Vous voyez? Zoto matiti bipale lolendo loko la lion. Là, dans les années 80, avec les Matebou, etc. Évidemment, en passant par un certain nombre de styles. Enfin, bon, bref, je fais ça très très tôt. Ouais. Et donc, comment je le découvre, humainement parlant? C'est quand je suis ministre. Et on me dit non, Papa Wemba est à l'hôtel Marina. Il souhaiterait passer me voir au bureau. Marina ici à Brazzaville. Marina ici à Brazzaville. J'ai dit comment ça? C'est pas possible. Il ne peut pas se déplacer. Et je vais le voir. Je vais le voir. Et en tant que habitant de Poto-Poto, en liaison directe avec le rond-point Kassavubu à Kinshasa, donc Matongé, donc couloir Madiakoko, donc j'étais face au grand prêtre. Fokemali vieux, c'est-à-dire, je me suis... Vous savez, comme dans les arts martiaux, hein, oui. On salue le maître. Et là, on a passé quoi? Près de 3 heures. Je lui racontais ses interviews à la télévision, je lui racontais ses chansons, ce qu'il disait, et il avait oublié tout ça. Je disais, mais il y avait à l'époque des textes. Des textes. Il y a une chanson, je dis, mais 2 fois 2 fois 2 égale c'est la vie. Ça voulait dire quoi? Un texte incroyable. Ainsi va la vie, ah, maman. Ah, ainsi va. Et là, le commencement de la chanson. Bakende boki la bazonga katero. Tanga tanga e, tanga tanga e, tanga tanga e, tanga tanga. On a capé là dans le. En fait, Bakende boki là, c'est lorsque les gens vont à la pêche qu'ils ne reviennent pas. Donc, il était. Et là, il m'explique. C'est qu'il était chez une de ses sœurs qui avait perdu 2 enfants comme ça, une après-midi dans le fleuve Zaïre à l'époque. Et c'est là que cette inspiration est venue. Et il avait un lien avec la mort de son père, la mort de sa mère. Donc, Liwananga somo, bokole la boina la mukase na pongi mama. À vous entendre parcourir le répertoire de l'artiste, à entendre parler de lui, on constate que vous aviez beaucoup d'estime pour cette icône de la musique on se reconnaissait. Africaine. On se reconnaissait, parce que Papa Wemba, c'est un homme qui nous a porté. Aujourd'hui, on parle il faut décomplexer. Papa Wemba nous a emmenés cela. Papa Wemba, c'était le type de la rue. Papa Wemba, c'était celui qui disait aux gens, c'est dur, mais vous allez toujours arriver. C'est dur, mais à force de votre volonté, vous arriverez. C'est dur, mais rien n'est facile. Rien n'est donné dans la vie. Et c'est un homme qui, à la limite, est une espèce de lecteur des mouvements, des courants underground de notre société. C'est lui qui parle des handicapés, hein, ce qu'on appelle les mouela. Mouela pe bateau. Mouela nanga yakin. Toujours, Nanzela Beach, toujours raka, raka, raka. Raka, raka, c'est le bruit de la chaîne. Lorsque sur les tricycles, ils quittent les quartiers, ils viennent au beach
pour chercher les voies et moyens pour gagner leur vie. Une fois qu'ils ont fini, ils repartent chez eux. Toujours raka, raka. Donc il faut les encourager. Vous voyez, son film La vie est belle. La vie est belle. Un talent artistique, d'acteur incroyable. Mais voilà, sans avoir fait les cours d'art dramatique. Mais là-dedans aussi, on retrouve la même philosophie avec les pépés Alex. Travaillez, prenez de la peine, oh. C'est le temps qui manque le moins. Na beta libanga pote na zuamot. Na motoki na yonde ozui futa. Pourquoi il était fou de Kab. Nabala Kabibi, oh, oh, la vie est belle. Il est pauvre. Kabibi, dans le film, est la copine ou la maîtresse d'un bourgeois de Kinshasa. Mais lui, il est fou amoureux de Kabibi, il n'a pas les moyens. Et Kabibi l'aime aussi. Et donc, son histoire que je lui raconte est devenue, pour lui, une source d'inspiration. Voilà pourquoi après, il fait l'album, la chanson Les Six Men. Il est revenu, entre guillemets, aux sources. Alors, et pour lui aussi, c'était exceptionnel parce que généralement en Afrique, ça c'est un de nos problèmes, lorsque on est ministre, on pense qu'on est au sommet de la pyramide, et la seule étape, c'est être président de la République. Et donc quand on est face à un musicien, comment donner autant d'honneur à un musicien qui, dans nos codes de pensée, sont souvent considérés comme des ratés de la vie, comme des voyous, comme des chanvreurs, etc. Et il rencontre un type qui est ministre, qui face à lui n'est pas le ministre, c'est le fan. C'est le fan. C'est le type qui lui dit, tu as été un inspirateur. Par exemple, quand vous allez au lycée, vous avez des enfants, comme on disait à l'époque, des chefs, qui arrivent en voiture, qui vont acheter des gâteaux presto, qui ont des billets de banque dans les porte-monnaies. Vous quittez Poto à pied avec 100 francs pour aller manger un pain avec du tangawissi, pain beurré. Vous négociez, pain beurré un côté ou deux côtés, avec du pâté tangawissi. Mais lui, dans une chanson, il a un cri. Motona Libanzi, est-ce que Nazan a faire nayo à midi chez toi? C'est-à-dire, toi, l'homme à la calvitie, est-ce que j'ai un problème avec toi? Est-ce qu'à midi, tu me vois chez toi déposer mon assiette pour manger? Donc je ne mange pas chez toi. Donc décomplexé. Vous avez des enfants des chefs qui mangent des gâteaux et tout ce que vous voulez. Mais puisque à midi, vous n'allez pas manger chez eux, vous mangez chez vous. Même si vous crevez la dalle, vous la crevez chez vous. Lui qui est fils de chef ne sait même pas si vous crevez la dalle chez vous. Donc quand vous êtes en classe, il faut être comme lui. Et c'est ça, Papa Wemba. C'est-à-dire que Papa Wemba, à l'époque, nous a décomplexé un peu comme Marley. Voilà. Et quand je lui racontais tout ça, il était émerveillé. Et à partir de là, c'est devenu un grand frère. Voilà. On comprend la passion avec laquelle vous décrivez l'artiste. Ouais. Un certain 24 avril, à Abidjan, l'homme tombe sur scène. Et malheureusement, c'est en est allé. Comment avez-vous vécu je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Mais quand je parle avec lui, il avait plusieurs facettes. Hein. Il avait plusieurs facettes. Pour moi, il était classable dans les philosophes existentialistes, hein, un peu comme les Camus, les Sartre. Parce que quand je discutais avec lui, il me parlait de la finitude de la vie des hommes. Quasiment, je dirais même, de l'absence de sens de la vie. Et le sens, on peut retrouver le sens de sa vie à travers un certain nombre de choses qu'on fait. Vous voyez, et dans ses chansons, nakomona kaka banzete ya mbila kasi moloni te asi ya kendai azonga mabelengo mawa lobi nakozonga mabele o nakokoma putulu na mopepe. Donc il dit, je vois les palmiers, mais je ne vois pas celui qui a planté les palmiers. Il est parti, il est reparti sous terre. Voilà. Et moi aussi demain, hein, demain, je serai moi aussi sous terre et je serai une cendre emportée par le vent. Voyez. Mais il y a une chose quand même qui le chagrinait, c'est le niveau très bas de la rumba. Le niveau très bas de la rumba, les polémiques inutiles au niveau de la musique des deux rives. Et surtout l'ingratitude, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'il a prises, hein, formateurs des idoles,
formateur des idoles. Personne à Kinshasa ne peut dire qu'il n'a pas été influencé par Papa Wemba. Papa Wemba, c'est le dernier des géants. Après, Wendo Kolosoy, Kabasele, les Franco, les Rochero, les Polo Kamba ici, les Essou, les Pamelo. Papa Wemba, c'est le dernier géant. Et il avait une humilité et une envie d'apprendre. Vous voyez, à un moment donné, dans sa carrière, il se retrouve chez Tabouley. On n'a rien compris. Il dit non, il a été apprendre chez Tabouley. Vous voyez, l'humilité. Tabouley Rochero. Vous voyez l'humilité de la personne. Et donc, à un moment donné, il me dit, petit Nangaï, mais nous les Koufi, il faut une salle, album, Rumba na Rumba Kaka. Après votre rencontre au Brazzaville, vous êtes appelé au téléphone, vous échangez souvent au téléphone après votre rencontre au Brazzaville. Mais tous les jours, je suis à Singapour, dans la voiture, en pleine mission. À un moment donné, il y a une inspiration qui me vient. Je l'appelle. Hein? Je l'appelle. Je dis, ah, viens Nangai. Qualité na yo ya bana ya yo lo penza. Kose kaka mingi teno kimi se kufa bato. Elle dit, ah, excellence, petit Nangai. Wana nini, vieux wana Selika. Selika na isifi. Un jour, il est avec sa femme. Il appelle sa femme. Enfin, il m'appelle. Vous voyez, je suis un peu passionné, vous voyez. Et donc, il est avec sa femme. Alors, j'ai dit, il faut me la passer, il faut me la passer, il faut me la passer. Il me passe son épouse. Et moi, tout de suite, au lieu de dire allô, je dis, Amazone ye, li solo ya mbangu mbangu we bonga kate moninga yala ye oh. Elle dit, ministre Azo Yembelanga c'est mon téléphone. Mère Amazon. Et donc, c'est une relation de famille. Il est venu à mon mariage, il m'a honoré. Il y a eu le président Sassou et son épouse qui étaient là. Et lui, il est venu, il m'a honoré. Et puis après, nous avons connu une période un peu difficile. C'est l'expulsion un peu des compatriotes plus ou moins fermés. Et il dit, bon, mais moi, je me marie, Excellence Obala. Je dis, non, je vais venir. Je suis le premier officiel congolais à avoir mis les pieds à Kinshasa. Petit Nanga Yakin Bazali, je suis parti. J'étais au mariage de Papa Wemba, à l'église, les images existent. Et également, lorsqu'il y a eu la soirée. Et là, il m'a demandé de prendre la parole. Hein, et prenant la parole devant tout ce monde-là, eh bien, via Zofula. C'est-à-dire que Zofula Ngai. Vous voyez? Et donc, c'était devenu une relation de famille. Il est venu ici, dans cette maison, à plusieurs reprises. Quand il passait par Brazzaville, même quand je ne suis pas là, mes jeunes, mes collaborateurs le prenaient. Et puis, il me parlait justement de sa vie, comment il fallait agir vis-à-vis des autres, comment il voyait l'après-Papa Wemba, comment il le voyait. Voyez. Et moi, je lui disais un jour, je dis, vieux Bokoul, quand tu te marieras, parce qu'il m'a dit qu'il allait se marier, je dis, quand tu te marieras, ça donnera une idée de ce que seront tes obsèques. Parce que ceux qui viendront à ton mariage sont ceux qui t'aiment. Ils vont t'apporter de l'énergie. Mais quand tu verras ces personnes-là, tu comprendras. Tu pourras imaginer lorsque tu quitteras cette terre. Mais ce sera le plus tard possible. Malheureusement, ça s'est fait. J'étais ici, on m'a appelé de Paris. Après, j'ai eu la confirmation de Yvon Moupala, le dernier élève du maître, un Congolais d'ici, qui était quelque part un peu son parolier. Et on passait notre temps ensemble. Notamment lorsqu'il a fait Rumba na Rumba dans le studio, j'étais là, on écoutait ensemble les chansons, il demandait un peu mon avis et tout. Et comme je regrette... vous avez certainement pleuré, vu la proximité avec l'homme. Bon, comment vous avez passé cette journée-là? C'était déjà plus qu'une fraternité. Ça c'est laisser ma pudeur faire que je ne puisse pas vous exprimer comment est-ce que j'étais dévasté par sa disparition. Mais ce que je retiens, c'est que c'est un homme qui m'a, en moins de 10 ans, il a rempli ma vie. Et en moins de 10 ans, il m'a donné quelques pistes philosophiques. Hein, comment vivre avec les autres, comment vivre en société, comment surtout subir les autres. Voilà. Parce que dans la vie politique, c'est ça. Quand j'ai été viré pour la première fois, il m'a dit « Mais Excellence, c'est ton destin. C'est ton destin. Mais je sais que tu ne t'arrêteras pas là. »
Bon, je suis revenu, il a encore dit la même chose. Voilà. Mais quand je t'ai viré pour la dernière fois, bah, il n'était plus là. Mais je sais que de là où il est, il a enrichi plein de monde. Pour moi, c'était une divinité. Et de son vivant, je lui disais, papa, il faut qu'un jour je vienne à Kinshasa, que je fasse une émission te concernant, pour que ceux qui se permettent des fois de te contester, de manquer de reconnaissance, ceux qui sont discourtois à ton égard, puissent fermer leur gueule à jamais. Il m'a dit non, petit Nangaï, Tika Bango, dit laisse-les faire. Mais aujourd'hui, effectivement, depuis qu'il est parti, eh bien, toute cette direction de création, toute cette direction créative qu'il donnait n'existe plus. Et si vous voyez bien, notre musique, elle tourne en rond. Je suis désolé, ceux qui se considèrent comme les stars, en fait, ce sont des stars en carton. Ce sont des stars qui se fabriquent eux-mêmes. Mais quand vous regardez bien, une ligne mélodique monotone, un ronronnement musical permanent, voyez. Et en même temps, Papa Wemba, c'est quelqu'un qui était capable d'avoir une lecture profonde de la société, des courants de la société, des néologismes, des mots qui naissent. Il contribuait à enrichir notre vocabulaire. Depuis là, il n'y a plus personne. Quand vous écoutez une chanson telle que « Je suis mannequin, tu es mannequin », vous voyez, « Babukaki ligale ya kaluji ». Na ya comme ba plan il fallait télé manango nandule wana bila mirapal petit atengama master batindi kai uta azolu pemba ba tchatché ba miyak ba yama moto influence à coup d'œil. Ça, si vous n'êtes pas un yanké, si vous allez yankéter, vous comprenez indoubi l'onate. Vous voyez, il a fait tout un texte avec un lingala argotique. Et ça n'existe pas. Mbelena komana ba plan trop ngai fourma. Vous entendez parler de Papa Wemba, ouais. Il a envie, il a envie. Il a envie. Avec lui, vous pouvez écrire tout un... Mais bien sûr, Papa Wemba a été une divinité. Ouais. Et des personnes comme lui ne sortent que une fois tous les 100 ans. Je vous assure. Une fois tous les 100 ans. C'était une divinité musicale, cet homme. Décidément, vous avez rencontré des stars, oui. Votre entourage, oui. Une autre personne qui a marqué l'histoire, mais cette fois-ci l'histoire du football, c'est Opong. Aujourd'hui, il est Opong. Président oui. Du Libéria. Quelle relation vous avez avec... Non, j'ai pas de relation. Vous l'avez connu quand même. Mais j'ai connu Weah, footballeur. Oui. Hein, comme nous avons connu Roger Miller, comme nous avons connu Kanambik, Oman Mbiyik, là nous sommes en France, étudiants, et puis Weah arrive à Monaco, etc. Bon, vous savez, quand vous êtes à l'étranger, en tant que jeune étudiant, vous cherchez des raisons d'être fier, parce que l'Afrique, vue d'Europe, c'est le trou noir de la planète, vous voyez, au niveau médiatique. Et donc, quand vous êtes à la fac, les informations qui viennent d'Afrique sont toujours lugubres. Et puis là, vous avez, en France, championnat, l'un des plus importants à l'époque d'Europe, et un Africain qui vous rend fier. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, comment nous nous sommes mis en relation, je veux vous le dire, c'est aussi un homme qui honore de son amitié, hein, que je considère comme un des grands sur l'avenir de notre continent. C'est M. Guillaume Soro, qui effectivement a connu Weah grâce à président Weah grâce à Bédi Pelé, et lorsqu'il l'a voulu exprimer en guillemets son amour pour son pays, parce que Weah est président par amour pour son pays. Il n'est pas président par ambition personnelle, il est président par amour pour son pays, et un amour qu'il a démontré lorsque, footballeur, il s'occupait des siens en pleine guerre civile. Et donc je rencontre à Abidjan son entourage le plus immédiat, parmi lesquels il y a un autre Congolais qui s'appelle Fénelon Massala, et ces personnes me disent, écoutez, nous suivons ce que vous avez fait. Le président Weah a été élu. Maintenant, il faut se mettre au travail. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre à notre disposition
votre expérience et votre réseau relationnel. Je leur dis, écoutez, c'est volontiers. J'ai des connexions sur la Chine, sur Singapour et l'île Maurice. J'ai donné quelques adresses, etc. Singapour a réagi, m'en disant que nous demandons au ministre Akwala d'aller représenter Singapour, notamment la Singapore Corporation Enterprise, donc à la prestation de serment du président Weah, avec une lettre dans laquelle j'étais introduit et disait au président Weah leur disponibilité à mettre à sa disposition leur expertise en termes de conception du développement intégré et inclusif. Donc voilà, donc je me suis retrouvé à Monrovia. Et je dois vous dire que ce que j'ai vécu au stade Samuel Doe à Monrovia, je pense qu'il n'y a que Mandela qui a vécu ça lorsqu'il a été libéré, mais nous ne sommes pas en Afrique du Sud. Le président Sassou était là également. Et après, les relations se sont nouées avec son ministre des Finances, donc je suis reparti à nouveau à Monrovia pour essayer de donner quelques petits conseils, parce que c'est l'Afrique. Justement, parlant de conseils, certaines rumeurs vous annoncent en tant que conseiller auprès du... Oui, ça c'est les rumeurs des réseaux sociaux. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que je suis le conseiller du président Weah. Je n'ai même pas besoin de cela. Moi, ce que j'ai dit au ministre des Finances Samuel Tuea et à quelques collaborateurs proches donc, du président Weah et à lui-même, c'est que un nouveau leadership semblait apparaître du côté du Libéria. Une nouvelle page d'espérance africaine pouvait s'écrire à partir du Libéria, parce que pour la première fois, on a un homme qui ne sort pas du sérail politique. Et j'ai discuté avec les taximens, avec les jeunes à Monrovia qui disent « Nous avons fait confiance à des hommes politiques bardés de diplômes, sortis des grandes universités américaines, etc. Mais ce qu'elles ont fait, c'est de piller le pays et de le ruiner. » Pardonnez-moi d'être aussi cru. Mais le président Weah est un homme qui s'est élevé par la force du poignet. C'est un homme qui sort du ghetto. C'est l'un des nôtres. Et il a d'abord dépensé son argent pour nous. Et il est là parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi nous lui avons fait confiance. Mais connaissant quand même la complexité de la charge de l'État, je pense que tous les Africains doivent aider Weah parce que l'attente est immense. Et je ne peux pas prétendre être le conseiller du président Weah. Je suis simplement un produit, un bon produit du président Sassou qui s'exporte maintenant. Côte d'Ivoire, Libéria, peut-être le Cap-Vert, peut-être d'autres pays. C'est tout. Donc je vis ma vie de consultant. Donc on peut dire que oui, je suis consultant de la Singapore Corporation Enterprise pour le Libéria. Ça au moins c'est clair. On a pratiquement fait le tour de notre entretien. On va finir puisque vous avez démontré, vous avez fait votre classe politique, même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez vous adresser ici un message à véhiculer à l'endroit de la jeunesse congolaise qui reste figée sur un domaine précis, sur la politique? Vous savez, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Le modèle de réussite au Congo, c'est la politique. C'est être député, c'est être ministre, c'est être DG, c'est être colonel, c'est être général. Mais ça, il y a une explication sociologique. Mais à partir de ma génération, nous avons voulu aller vers l'univers entrepreneurial. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes Congolais, ici, la diaspora, France, Canada, États-Unis, Belgique, Allemagne, qui veulent simplement que leur pays puisse créer un environnement propice à leur éclosion, propice à ce qu'ils puissent réaliser leur ambition, propice à ce qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Donc, je n'ai pas de message à adresser aux jeunes, parce que quelque part, j'ai été jeune, je sais, comment dirais-je, l'énergie qui vous prend, vous avez envie comment dirais-je, de révolutionner le monde.
Donc je n'ai pas de doute par rapport à ça. Par contre, le message, ce serait vis-à-vis de l'élite politique, de la classe politique congolaise. Il nous faut, je crois, aujourd'hui, réhabiliter la politique dans notre pays, parce qu'elle souffre d'un immense discrédit. Il faut rendre à la politique ses lettres de noblesse. Il faut que ceux qui, aujourd'hui, sont des acteurs politiques, majorité et opposition confondus, prennent la mesure de cette période extraordinairement difficile que nous sommes en train de vivre, qui prendra à peu près 10 ans pour que nous puissions redresser notre pays. Et moi, à titre personnel, je peux dire la chose suivante: je ne quitterai jamais cette terre des hommes sans avoir, quelque part, participé au redressement de mon pays. Et sur ce, nous allons justement mettre un terme à cet entretien, tout en vous remerciant de nous avoir accueillis chez vous, de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait. Merci. Merci infiniment. Voilà.